dernier panel de la journée pour la table ronde la plus stimulante, Now What? Que faire? Pour répondre à cette question qui suit la journée de colloque, nous avons avec nous Ahmed Insel, qui est donc politologue, qui est économiste, qui est professeur émérite et ancien vice-président de l'Université Paris 1, qui est également coordinateur du comité éditorial de la maison d'édition Iletişim et qui a récemment publié La nouvelle Turquie d'Erdogan chez La Découverte en 2015. Nous écouterons ensuite, do you go next? So sorry. I'll go there. Kader Konuk, qui est directrice de la chaire de Turkish Study à l'université de Duisburg-Essen, qui est aussi directrice de la fondation Academy in Exile. Elle a été professeure des Turkish Study au département des humanités à Harvard et a enseigné à l'université du Michigan. Et elle a publié East-West Mimesis, Our Back in Turkey à Stanford University Press en 2010. Puis nous écouterons Sexine Serdemir, qui est philosophe, qui est actuellement Visiting Fellow à l'European Institute de la London School of Economics, qui a fait sa thèse de doctorat sur la liberté politique chez Alexis de Tocqueville et Hannah Arendt à l'université Paris 7 Denis Diderot, et qui a publié en 2015 chez Descartes Temporalité, qui a publié en 2015 Temporalité et civilité chez Étienne Balibar, et qui travaille également sur le projet de recherche Academia et l'exil The Turkish Case. Enfin, le journaliste Osman Okan n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il nous a envoyé un papier que je lirai après les interventions respectives de nos panélistes, et je cède tout de suite la parole à Ahmed Insel. Merci. Alors, comme Nora Cheni nous avait demandé de faire un peu de projection et non pas simplement l'histoire, évidemment, on ne peut faire de projection qu'à partir des dynamiques que nous avons constatées. J'ai voulu un peu me pencher sur la question, non pas spécifiquement, exclusivement, qu'est-ce que fait Erdogan et Erdoganisme et la Kéré, mais de l'autre côté, je dirais, comment la société turque, la société de Turquie résiste à Erdogan. Est-ce qu'il y a une résilience? Autrement dit, pourquoi Erdogan, au lieu de poser la question pourquoi Erdogan gagne en permanence, on peut se poser aussi la question pourquoi Erdogan n'arrive pas à totalement gagner, à finir totalement son projet de domination totale. Pourquoi Erdogan n'arrive pas à dominer totalement? Alors, effectivement, ce matin, Hamid a présenté, a défini le régime en question comme erdoganisme, que je partage totalement. Je pense que ce type de régime hybride se présente avec beaucoup de caractéristiques. Certaines appellent fascisme, certaines autocratie, certaines le définissent comme démocratie illibérale. En fait, ce type de régime, et surtout à partir de domination d'un seul homme, a tendance à s'identifier, a tendance à être défini par le nom de la personne. Après tout, nous avons connu ça dans le passé, puisque l'origine du populisme, à l'origine du populisme, au XXe siècle, l'Argentine a connu le berceau du populisme du XXe siècle, l'Argentine. Finalement, nous ne parlons pas de populisme argentin, nous parlons directement de péronisme par rapport à cette personne qui a marqué fondamentalement le régime. De la même manière, nous avons tendance, si Malijego m'autorise, nous avons tendance plutôt à parler non pas de démocrature pour définir la Russie, qui n'est pas faux, mais de poutinisme, parce que c'est un régime qui est vraiment marqué par la présence, par l'agissement de ces personnes. Donc du coup, la particularité de erdoganisme
ce n'est pas simplement sa répression. La répression est une caractéristique universelle de tous les régimes despotiques, autoritaires, autocratiques, etc. Une des caractéristiques de l'erdoganisme, ce qui le ramène plutôt à des populismes du XXe siècle, mais ce n'est pas non plus du populisme, hein, moi je n'aime pas tellement le terme populisme, c'est que c'est un régime très autoritaire, très répressif, et par rapport à l'autoritarisme classique, autoritarisme d'un parti unique, par exemple autoritarisme d'un parti communiste chinois, etc., c'est un régime qui a tendance de pratiquer l'arbitraire, d'un côté. Hein, c'est un régime qui ne respecte pas ses propres règles et qui invente en permanence, aux besoins de la conjoncture, les règles. Ce que nous vivons depuis 10 jours après les élections municipales, toutes ces règles qui s'inventent, les systèmes de comptage, etc., qui a priori, selon la jurisprudence, ne devraient pas exister, tout ceci font que c'est un régime qui invente des règles. Par exemple, les règles comme quoi les enseignants ou les fonctionnaires qui ont été licenciés sans décision de justice, par décision arbitraire ou par décision administrative, ne peuvent pas être embauchés définitivement dans l'administration publique. Ça n'existe nulle part dans le système juridique turc, constitutionnel, administratif. C'est une invention pure. Et du jour au lendemain, on peut étendre cette invention et dire les enfants de ces personnes aussi. Après tout, les femmes et les enfants de ces personnes n'ont pas le droit à avoir le passeport. Pourquoi on va leur donner aussi un emploi? On peut élargir, on peut restreindre d'une manière arbitraire. Ça, c'est une première caractéristique, l'arbitrage. Deuxième caractéristique, la dépendance à la légitimité électorale. C'est un régime qui a besoin absolu, jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas pour l'avenir, mais jusqu'aujourd'hui, a besoin d'une légitimité électorale, non pas à la manière des dictatures d'Asie centrale, mais d'une vraie légitimité électorale. C'est-à-dire, dans les urnes sort la volonté nationale. Et cette volonté nationale n'est pas 90%, n'est pas 95%, cette volonté nationale est une faible majorité. 50%, 52%. Le maximum que Tayyip Erdogan a obtenu dans un scrutin public depuis 2002, c'est 58%. Le référendum de 2010. Le maximum, c'est 58%. Mais sinon, ça varie entre 45, 50, 52%. C'est toujours beaucoup, mais insuffisant pour dire que c'est un régime qui domine totalement la société. Et par conséquent, c'est un régime qui a besoin de gagner en permanence les élections. Les élections ne sont jamais gagnées à l'avance, même si on soupçonne qu'il y a des trucages, etc., etc. Les élections ne sont jamais gagnées à l'avance. La différence avec Poutine, à la dernière élection, à ma connaissance, Poutine, la dernière élection législative en Russie, Poutine n'a pas quitté Moscou. Il n'a pas fait un seul, ou à ma connaissance, peut-être n'a pas fait un seul meeting pour gagner les élections. Tayyip Erdogan, pour gagner les élections municipales, non pas pour les élections présidentielles, ni pour les élections législatives, Tayyip Erdogan, personnellement, a fait 120 meetings en l'espace de 6 semaines. Il a mon âge, Tayyip Erdogan, donc c'est pas facile de faire 120 meetings en l'espace de 6 semaines. Hein. Je connais, il est peut-être plus énergique que moi, mais quand même, je connais mes limites. 128 meetings en l'espace d'un jour à Istanbul, la veille des élections d'Istanbul. 8 meetings. Même si vous répétez la même chose, même si vous lisez un texte identique pendant 1 heure, ça fait 8 heures pour parler. Hein. Donc, est-ce que c'est un dictateur ou est-ce qu'il est devenu dépendant de son statut? Hein, ce n'est pas très marrant quand même d'être dictateur de ce type. Donc, c'est une dépendance électorale. Donc, derrière cet erdoganisme, sa faiblesse, en même temps, sa force peut-être, en même temps, sa faiblesse
c'est cette dépendance où il est obligé de gagner d'une certaine manière les élections. Lors de ces élections, c'est un peu la fin de cette légitimité, parce que pour la première fois, l'erdoganisme a montré qu'il peut passer, comme je disais la semaine dernière dans un article, il peut passer le Rubicon. C'est-à-dire, il est prêt, il peut faire le saut supplémentaire de ne pas reconnaître les résultats des élections. Dans ce cas-là, nous passons dans un autre régime. À partir du moment où l'erdoganisme ne reconnaîtra plus les résultats d'une élection, nous ne sommes plus dans le régime d'autocratie électorale, etc. Nous sommes dans le régime d'une dictature ouverte, puisque là, les élections n'ont plus de sens. Nous ne sommes pas là, il est comme le film du réalisateur grec, que j'aime beaucoup, le pas suspendu de la cigogne. C'est une pas suspendue de la cigogne, Angelopoulos, c'est le pas suspendu de la cigogne que nous vivons depuis 10 jours. Est-ce qu'on bascule? Est-ce qu'Erdogan va passer le Rubicon? Vous savez qu'une fois passé le Rubicon, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Quoi qu'il fasse, le dictateur, il est puni in fine. Alors, donc, nous sommes dans cette situation-là, et la résilience, maintenant, de la société turque, réside aussi dans cela. Nous avons vu aujourd'hui, c'est-à-dire dans cette séquence électorale, nous avons vu que la société, en général, en Turquie, attache, y compris les électeurs, d'une partie des électeurs d'AKP, attache une valeur sacrée aux élections. Ça, c'est une tradition, c'est un acquis que nous avons, je crois, différemment. S'il y a une différence importante entre la Turquie, la Russie, le Venezuela, l'Égypte, etc., des régimes non démocratiques, c'est qu'en Turquie, les gens attachent énormément d'importance aux élections. Sinon, on ne peut pas expliquer comment 85% des gens votent. En France, réfléchissez, 85% des gens votent aux élections. Depuis 2014, nous avons fait 5 scrutins. Il y a toujours plus de 80% des gens qui votent sans procuration, sans vote par correspondance. Autrement dit, tout le monde se déplace, y compris dans les élections anticipées qui tombent sur un dimanche de pont depuis jeudi. Je parle de 1er novembre 2015. Je connais plein de gens qui ont annulé leurs vacances pour pouvoir voter les élections du 1er novembre 2015. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engouement très important, hein, très important pour la démocratie? On peut l'analyser comme une sorte de attachement sacré à la valeur du vote, ce qui fait qu'Erdogan est dépendant de l'élection. Il ne peut pas dire c'est fini, ou en tout cas jusque-là il n'a pas pu dire c'est fini, il n'y a plus d'élection, parce qu'il n'a pas d'autre légitimité que électorale, hein, et il n'a pas de légitimité historique, il n'a pas de légitimité familiale, il n'a pas de légitimité religieuse, quoi qu'il aurait envie, mais il n'a pas de légitimité religieuse, donc la seule légitimité qui lui reste, c'est cette légitimité. Il n'a pas non plus gagné comme Mustafa Kemal, il n'est pas le libérateur de la nation. Mustafa Kemal n'a jamais été élu par le peuple, il est toujours élu par les gens qu'il avait élus, donc qu'il avait lui nommé. Mais il avait une légitimité autre. Alors que lui, il a cette légitimité fondamentale que la société en Turquie attache en même temps de l'importance. Ce n'est pas 50% de participation, ce n'est pas comme en Égypte 45% de participation électorale. Et j'appelle votre attention, le taux de participation électorale en France est de 84% pour les élections présidentielles, mais 100% des électeurs ne sont pas inscrits.
sur les listes électorales. En Turquie, à 18 ans, automatiquement, vous êtes inscrit sur la liste électorale. Donc, 100% des gens en âge de voter sont inscrits sur les listes électorales. Donc, vous avez le taux de participation maximal. Au-delà, de toute façon, c'est techniquement pas possible. Bon. Alors, cette résilience de la société turque est importante sur la base de ces élections. Alors, sur la question, comment il a gagné? Justement, sur les élections, Tayyip Erdogan, et là je vais très rapidement rappeler, je ne vais pas me répéter puisque je l'avais fait plusieurs fois expliquer devant un public identique, Tayyip Erdogan a toujours gagné en polarisant la société turque. En polarisant la société turque sur ses fractions, sur ses fractures socio-culturelles. Non pas tellement socio-économiques, en partie socio-économiques, mais surtout socio-culturelles, sur la base moderniste, la confrontation entre modernistes et conservateurs, ou on peut appeler ça laïque, islamiste si vous voulez, mais moderniste conservateur est plus significatif, entre Kurdes et Turcs, entre Alevis et Sunnites. Les trois confrontations, c'est-à-dire une confrontation confessionnelle, une confrontation ethnique et une confrontation culturelle. Sur ces trois confrontations, Tayyip Erdogan est toujours, quand on les met en face à face, Tayyip Erdogan est toujours leader de la majorité. Il est leader des Turcs contre les Turcs, leader des Turcs contre les Kurdes, 80% turcophones, 20% Kurdes. Il est leader des Sunnites contre les Alevis, 15-18% Alevis, 80-82% Sunnites. Il est leader des conservateurs musulmans contre les modernistes laïcs. La population à peu près se considère 60-65% comme conservateur au sens large du terme. Et sur cette polarisation triple, Tayyip Erdogan gagnait toujours. Là où les choses ont changé, c'est que l'opposition jusque-là, soit l'opposition de gauche, l'opposition socialiste, une partie du Parti républicain, etc., avait toujours cette position en disant ces polarisations sont des polarisations fictives, il faut revenir sur des polarisations classiques, classe ouvrière contre capitalistes ou contre salariés, contre employeurs, sur des polarisations socio-économiques, et on va retrouver une dynamique socio-économique traditionnelle, droite-gauche. Cela n'a pas marché et ne marche pas. D'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, ne marche pas, malheureusement. D'ailleurs, j'aurais bien voulu que ça marche. Et donc, du coup, il y avait un positionnement déplacé, un positionnement décalé par rapport à ces polarisations. Or, depuis 2014, progressivement, depuis 2015, pardon, progressivement, l'opposition a commencé à sortir de ces tactiques de polarisation de Tayyip Erdogan. Il faut reconnaître aussi que Tayyip Erdogan a facilité la chose. Parce que jusqu'en 2014-2015, la Turquie était polarisée, mais avec multipartite. Et c'était très facile pour l'AKP d'être toujours le premier parti avec 40-45% des voix. Mais comme Tayyip Erdogan a mis en place un régime présidentiel où il a besoin de 50% et non plus 45%, et comme il n'a plus que 50% de garantie, il est obligé de faire alliance. Il a changé le système électoral, comme vous savez, à partir de 24 juin 2018. Jusque-là, les partis politiques ne pouvaient pas faire alliance avant les élections, c'était interdit. Il a autorisé les partis politiques à faire des alliances avant les élections. Ça lui a permis de sauver la face en 24 juin 2018 et être élu au premier tour des élections présidentielles, mais en contrepartie, il a poussé aussi l'opposition de faire alliance. Pour la première fois, l'opposition qui représente en termes de voix 50%, mais 15%, 25% et 10% qui ne s'additionnent pas, grosso modo le vote kurde, le vote social-démocrate et le vote nationaliste, 15, 25 et 10%, qui ne s'additionnent pas, ces 50% ont commencé à s'additionner parce que Tayyip Erdogan a créé les conditions d'un vote pour ou contre Erdogan. Désormais, même pour les municipales à Istanbul, les gens ont d'abord voté
pour ou contre Erdogan. Et ceux qui votaient contre Erdogan ont voté autour d'une figure, à Istanbul, İmamoğlu, à Ankara, Yavaş, etc., etc. Et on a bien vu la stratégie du HDP qui est vraiment la quintessence de cette stratégie. Quand les dirigeants du HDP ont dit à l'ouest de la Turquie, nous ne présentons pas de candidats, nous laissons libres nos électeurs, ils savent contre qui il faut voter. Ils n'ont jamais appelé à voter pour un candidat, mais ils ont dit, ils savent tous contre qui il faut voter. Donc c'est un vote contre lui qu'il a pu polariser, malgré lui, Tayyip Erdogan. Donc la résilience de l'opposition démocratique en Turquie, qui n'est pas toujours très démocratique, hein, il y a la droite nationaliste, droite nationaliste qui est pas très démocrate, disons une droite libérale peut-être, mais parfois ultranationaliste. Ils ont créé il a poussé la société turque anti-Erdogan, parce que maintenant nous sommes dans une société divisée en deux, à égalité. Les élections à Istanbul, de ce point de vue-là, est parfaitement représentative de la situation de la Turquie. Istanbul est un peu le quintessence de la Turquie. Le candidat de Erdogan, dans lequel Erdogan s'est engagé personnellement, hein, il a fait plus de meetings que le candidat à Istanbul, le candidat à la mairie. Le candidat d'Erdogan et le candidat de l'opposition, ils ont eu tous les deux 48% des voix. L'écart est très faible. Ils ont tous les deux 48% des voix, comme en Turquie, grosso modo, si on laisse les indécis, Saadet, etc., etc. Voilà. Ça, c'est une situation que nous n'avons pas nulle part. Nous n'avons ni dans les dictatures totales, ni dans la démocratie illibérale, un peu dans les démocraties libérales, mais encore que l'opposition est très divisée encore. Et nous n'avons pas non plus dans le système russe, nous n'avons pas non plus dans les dictatures africaines ou dans les autocraties monarchiques. Donc, c'est une particularité qui permet à la société turque de pouvoir espérer de changer les choses par les élections. Et je terminerai là-dessus. La résilience de la société démocratique turque se base aujourd'hui sur trois choses. Premièrement, la société, les électeurs, les citoyens attachent une importance fondamentale au vote. Ça, c'est un acquis. Est-ce que ça va rester évidemment éternel? Je ne sais pas. Mais jusque-là, c'est un acquis. Attache une importance particulière. Tayyip Erdogan aurait été beaucoup plus à l'aise dans une société où le taux de participation aurait été 50-60%, c'est-à-dire les vrais militants erdoganistes votent, et puis le reste de la population, ils disent, bon, ça n'a pas d'importance, on s'en fout, de toute façon, rien ne peut changer, il est là éternellement, etc. C'est le cas de Poutine. Hein, Poutine, il est élu avec 70% des voix, mais taux de participation inférieur à 60%. Première chose. Deuxièmement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu est important, parce que si jamais le pouvoir ne reconnaît plus le résultat des urnes, nous basculons dans une autre chose, dans un autre monde, dans un autre régime. C'est de ce point de vue-là, le terme de Rubicon que j'utilise n'est pas simplement une coquetterie intellectuelle. Deuxièmement, la société turque, Erdogan, comme il le reconnaît lui-même et qu'il l'enrage, n'a pas réussi l'hégémonie culturelle. Nous avons vu sur l'éducation, etc., sur la culture, n'a pas réussi l'hégémonie culturelle, parce que l'hégémonie culturelle se gagne dans les villes dynamiques. Vous ne pouvez pas gagner une hégémonie culturelle en contrôlant Yozgat, Bayburt, Erzurum et Konya. Vous êtes obligé de contrôler Istanbul, Ankara, Mersin, les côtes les plus dynamiques, là où il y a les universités les plus dynamiques, là où il y a la production culturelle les plus dynamiques. Et Erdogan enrage, d'ailleurs il l'a dit l'année dernière, en disant nous sommes au pouvoir depuis 15 ans, mais qu'est-ce que vous faites? Nous n'arrivons toujours pas à avoir l'hégémonie culturelle. Deuxième facteur, donc l'hégémonie culturelle,
n'est pas encore totalement rempli. Et je termine le troisième facteur, c'est que la stratégie de hyper-présidentialisation, la stratégie de personnalisation extrême du pouvoir par Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, c'est un autocrate pur. Hein? Il a tous les pouvoirs. Chef d'État, chef du gouvernement, chef de la majorité, chef de l'exécutif et du législatif en même temps. Et par conséquent, il contrôle la justice. 80% des médias sous son contrôle. C'est un autocrate au sens vraiment littéral du terme. Mais c'est un autocrate qui a en même temps trop personnalisé son pouvoir, qui fait que, y compris son parti, ne fonctionne plus comme un parti politique. D'ailleurs, on a vu dans les dernières élections les défaillances de son parti pour le contrôle des élections, des dépouillements, etc. C'est un parti qui est désormais devenu une machine personnelle de Tayyip Erdogan, avec des personnes qui ne sont pas là par leur capacité, par leur qualité, mais par leur loyauté. La seule critère aujourd'hui pour être avancé dans le pouvoir, autour du pouvoir, c'est la loyauté et non pas la qualité et la compétence, ce qui fait que Tayyip Erdogan est devenu un facteur d'instabilité d'erdoganisme. Tayyip Erdogan aujourd'hui est devenu un facteur d'instabilité personnelle de son propre régime et en polarisant à l'extrême, il a réussi enfin en Turquie à créer une dynamique qui soit une dynamique transversale, qui soit à la fois la possibilité que les Turcs et les Kurdes, une partie des sunnis et les alévis, une partie des modernistes et les conservateurs puissent se mettre ensemble face à un dictateur. C'est vrai que cette front anti-Erdogan est simplement un front anti-Erdogan. Ce n'est pas un programme pour une société démocratique nouvelle, hein, mais il a créé en face de lui un front anti-Erdogan transversal des fractures socio-économiques ou socio-politiques de la Turquie. Et par conséquent, la résilience de la société turque aujourd'hui réside dans l'extrême polarisation que Erdogan a introduite. Autrement dit, comme disait, je ne sais plus qui ce matin, peut-être Marie Gégaud, les dictateurs, elle disait, les dictateurs détruisent elles-mêmes leur économie pour pouvoir ressurgir. Tayyip Erdogan est en même temps le premier danger pour son propre régime.